Le 12h30, le rendez-vous du jour. Et même si on en parle moins, l'épidémie de Covid-19 n'a pas totalement disparu. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas est en baisse à Bruxelles. Par contre, le nombre de personnes hospitalisées augmente. Au 4 avril, on comptait 262 personnes, dont 26 aux soins intensifs. Un chiffre qui, lui, donc, a plutôt, par contre, tendance à baisser. Et puis, depuis le 1er avril, nous sommes passés d'une gestion fédérale du Covid-19 à une phase régionale. Et donc, pour en parler avec nous, nous avons en studio le ministre de la Santé, Alain Marron. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça va changer, en fait, concrètement, cette phase régionale ? Je pense que pour la population, qu'on soit en phase fédérale ou en phase régionale, ça ne change pas grand-chose. D'autant plus qu'on essaye au maximum de coordonner les choses entre les entités, entre le fédéral et les régions. Par contre, ce qui change, c'est la gestion du Covid, mais elle change pour toute la Belgique. On est quand même dans une phase où, effectivement, le taux de contamination reste élevé. Par contre, au niveau des hospitalisations, les choses restent sous contrôle à ce stade. On reste aux alentours d'une vingtaine d'hospitalisations en soins intensifs pour cause de Covid. Vous avez cité 26, le taux dernier c'est 24. Bref, c'est très C'était au 4 avril, les derniers chiffres de Sensano. Voilà. Donc c'est assez stable. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas préoccupant. Par contre, on continue nos actions de prévention, nos actions de vaccination, nos actions de testing et d'identification de clusters. Ça continue, mais évidemment, on a besoin de moins de moyens et de moins de ressources que quand on est dans une phase aiguë. Oui, parce que là, ça vaut pour Bruxelles comme pour les autres. Là, vous avez déjà en fait enlevé les grands centres de testing qu'on avait, par exemple le centre de Mérode. On a vu que les conteneurs étaient partis. Donc, il va rester à la moitié du mois d'avril 3 grands centres pour vaccination et testing, à Pacheco, à Forêt et à Molenbeek. Donc Pacheco en plein centre-ville, à Forêt et à Molenbeek. Si le besoin s'en fait sentir, on peut réactiver en 2 semaines 3 ou 4 centres supplémentaires, soit pour de la vaccination, soit pour du testing, soit pour les deux. Mais donc à partir de mi-avril, on sera sur 3 centres. La vaccination, elle va aussi s'opérer de plus en plus via les pharmacies, les maisons médicales, les médecins généralistes et les infirmières à domicile. Donc s'il faut une 4e dose, ce qui sera discuté prochainement, ça veut dire que ça sera dans la médecine de première ligne ? Pas seulement, puisqu'on garde quand même 3 centres de vaccination, on peut, le cas échéant, en réouvrir. Tout dépend du rythme de vaccination escompté. Par ailleurs, effectivement, il y a les pharmaciens, de plus en plus de pharmaciens qui vaccinent, la première ligne de soins, les infirmières à domicile. Donc on essaye de multiplier en fait les possibilités d'accès à la vaccination. Alors il y a eu une grande gestion de la part de Bruxelles dans cette crise sanitaire, même si là on passe seulement dans la phase régionale. La région via la COCOM était très active, il a fallu trouver des locaux, il a fallu engager beaucoup de personnel à tous les niveaux. Comment est-ce que vous allez gérer ce flux là dans les prochains mois avec beaucoup de gens qui ne vont plus devoir travailler mais dont on fera potentiellement encore appel dans un futur proche ? Mais donc ça a déjà été géré. J'ai eu l'occasion, il y a une dizaine de jours, d'être dans un drink avec les équipes de la COCOM, dont une partie s'en allait, puisqu'effectivement on réduit progressivement la voilure. Il faut savoir qu'à un moment, il y avait près de 1000 personnes à Bruxelles qui étaient impliquées peu ou prou dans la campagne de vaccination, mais aussi dans le testing, etc., le suivi de contact. Donc on réduit progressivement la voilure, mais ça s'est fait de la manière, je dirais, la plus douce possible. Les équipes étaient averties largement à l'avance de cette réduction de voilure. Le cas échéant, avec nos partenaires, dont les mutuelles, on sait qu'on aura peut-être besoin de réaugmenter la voilure dans les mois qui viennent. Le cas échéant, c'est ce qu'on fera. Alors, vous disiez tout à l'heure que ça n'allait pas changer grand-chose pour le citoyen. Par contre, quand même, légalement, ce passage à la phase régionale, ça change quelque chose. Où est-ce qu'on en est de ces bases légales, notamment concernant le port du masque dans les transports en commun et dans les établissements de soins ? Donc en fait, c'est vrai que suite à la dernière décision du Codeco en mars, il y a eu une accélération de la sortie de la phase fédérale et donc une adaptation de législation à Bruxelles pour avoir la base légale la plus solide possible sur les mesures prises par le Codeco. C'est le cas donc exclusivement pour le moment sur le port du masque dans les transports en commun et le port du masque dans les institutions de soins. Pour avoir la base légale la plus solide en cas de recours ou de contestation, il faut une ordonnance. Elle a été votée maintenant par le Parlement bruxellois. Et il faut des arrêtés qui découlent de l'ordonnance, mais il fallait que l'ordonnance soit votée. Ces arrêtés sont approuvés par le gouvernement dans les prochains jours. D'accord. Et concernant aussi, après, la suite de la crise, est-ce que ça veut dire que la région, elle pourra prendre des mesures qui seront plus contraignantes que celles du Codeco ? Théoriquement, oui.
Maintenant, on est quand même plutôt dans une logique d'un baromètre, d'un Codeco qui prend des décisions sur base d'un baromètre et de mesures qui sont similaires partout en Belgique. Pour le moment, le taux de contamination, par exemple, est nettement supérieur en province d'Anvers qu'à Bruxelles. Les mesures sont les mêmes. Donc, a priori, on restera dans les prochaines semaines et dans les prochains mois dans les mesures qui sont concertées et qui sont les mêmes partout en Belgique. Même si, théoriquement, chacune des régions dispose de la compétence et des bases légales possibles pour prendre des mesures différenciées. Et donc, ça veut dire à un moment donné qu'on pourra... Vous pensez que ça sera quand abandonner les dernières mesures? Il reste vraiment plus grand-chose. Pour les gens, c'est essentiellement le port du masque dans les transports en commun et puis quand ils vont chez le médecin, à la pharmacie ou dans une maison de repos. C'est le prochain Codeco qui en décidera. En tout cas, ce sera clairement sur la table du prochain Codeco. Il faudra voir, sur base des avis des experts et des chiffres à ce moment-là, si la mesure est prise ou non. Maintenant, elle ne représente pas une contrainte extrêmement importante. Alors, un autre sujet dont on voulait aussi discuter avec vous, hier vous avez annoncé qu'il y aurait donc 1,3 million d'euros mis sur la table pour les occupations temporaires à finalité sociale. Qu'est-ce qui va être fait avec cet argent? C'est pour les réfugiés ukrainiens qui arrivent ou alors ce sont vraiment pour des projets plus pérennes? Donc la décision a été prise et ce projet date d'avant la crise ukrainienne, donc elle n'est pas liée à la crise ukrainienne, pour être clair. Et ça existe déjà, c'est-à-dire qu'il existe déjà des moyens régionaux qui sont là pour venir en aide à des associations qui accompagnent en fait de l'occupation temporaire de bâtiments vides. Il y a à Bruxelles de nombreux bâtiments vides, que ce soit du logement, des bureaux, ou des ateliers ou d'autres, qui sont occupés par des publics très précaires, des publics qui n'ont pas de logement, pour des raisons diverses. Parfois, des publics avec des enfants, ça peut donc être des familles. Donc nous subventionnons en fait des autorités locales, mais aussi des associations, pour essayer de mettre en œuvre le meilleur accompagnement possible et essayer de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, que les bâtiments soient en état de salubrité suffisant, par exemple, que les personnes ne soient pas en danger quand ils résident dans ces bâtiments. Et donc on a décidé de mettre de l'argent en plus et de pousser jusqu'à 700 places disponibles, les moyens financiers. Maintenant, il faudra encore les trouver. C'est ce que j'allais vous demander, s'il y a déjà des bâtiments qui ont été identifiés ou pas. Je ne vais pas les nommer maintenant, parce qu'en fait c'est toujours un petit peu délicat ce travail, parce qu'il faut identifier les bâtiments, puis il faut contractualiser avec le propriétaire du document, donc c'est en cours. C'est une des mesures qui est prise complémentairement à d'autres types de mesures pour accompagner les publics qui sont en grande précarité et les sans-abri. On a des dispositifs de Housing First, donc pour les remettre directement au logement. On a des structures d'accueil d'urgence type SAMU Social et d'autres. Et puis les maisons d'accueil, secteur sans-abri. Et puis ce type de nouveau ou relativement nouveau dispositif d'occupation précaire. Merci beaucoup Alain Marron d'être venu ici.